Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. Et l'histoire suivante est postée par Kaby Bradshaw. J'avais un patron qui m'avait demandé de ne pas lui dire comment assembler un ordinateur, car il savait déjà comment faire et n'avait pas besoin de mes conseils non sollicités. D'accord. Accrochez-vous bien, on commence par le contexte. Je suis une femme. Je travaille dans le secteur des technologies. Vous voyez déjà où cela va nous mener. Non seulement j'étais technicienne dans cette entreprise, mais j'étais LA technicienne, celle qui avait formé 80% des techniciens, qui avait les meilleurs résultats du district et qui figurait parmi les 10 meilleurs de la région. Mais on m'appelait toujours par mon nom de famille, donc tous ceux qui ne venaient pas dans mon magasin pensaient que j'étais un homme. En raison de circonstances particulières, nous avons fini par avoir un nouveau directeur qui venait d'un autre magasin, dans un autre état. Son premier jour était mon jour de congé. Mes collègues m'ont dit qu'ils voulaient passer 2 heures avec chacun d'entre nous pour connaître nos avis sur les diagnostics de problèmes, et qu'il était très désireux d'apprendre de nous. Il était particulièrement intéressé par les conseils du meilleur technicien, dont il avait entendu parler dans son ancien magasin. Jusqu'à ce qu'il apprenne que j'étais une femme. Il a passé 2 heures avec tous les autres techniciens, sauf moi. Il s'adressait toujours aux techniciens hommes lorsqu'il avait des questions. Il a essayé de me faire travailler à l'accueil pour simplement recevoir les ordinateurs, alors que j'étais l'une des 3 seuls techniciens réparateurs à temps plein, et que nous avions 7 techniciens à l'accueil. Il a essayé à plusieurs reprises de me faire faire son travail administratif. Il a également commencé à essayer de réparer des ordinateurs tout seul, même si ce n'était pas son travail. Il laissait les ordinateurs à moitié réparés sans aucune note, puis il laissait une note au technicien auquel il pensait, de reprendre là où lui s'était arrêté. Quel crétin. Toute l'équipe le détestait, et commençait à faire des remarques du genre « Opie pourrait réparer ça si tu lui demandais » ou « Je crois qu'Opie a réparé quelque chose de similaire en 1 heure, et tu es là-dessus depuis 2 jours ?» et d'autres phrases pour l'énerver, en lui faisant comprendre qu'une femme en savait plus que lui. C'était le scénario parfait pour l'un des moments préférés de ma carrière. Le responsable s'était mis en tête de prouver qu'il savait s'y prendre. Alors, quand un client est venu demander un ordinateur sur mesure, ce que nous n'étions pas censés faire, il a sauté sur l'occasion. Il a aidé le client à choisir les pièces, à comparer les prix, et lui a vendu la main-d'œuvre pour assembler le tout. Il m'a également dit qu'il allait le construire dans mon espace de réparation, et qu'il le ferait seul. Je n'oublierai jamais ce qu'il s'est passé ensuite. « Ne me dis pas comment faire, laisse-moi apprendre !»« Oh, mais c'est ce que je vais faire !» Imaginez le responsable en train d'essayer d'assembler cette machine sur l'établi derrière moi pendant que je continuais mon travail, attendant simplement. Le responsable a tout assemblé, appuie sur le bouton d'alimentation. L'ordinateur s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, puis s'éteint. Il le débranche, puis le démonte, puis le remonte. Même résultat. Je peux entendre les engrenages tourner dans sa tête derrière moi. Mais il m'a dit de ne pas lui donner de conseils. Je continue donc de travailler en me taisant. Je le laisserai me demander quand il est prêt. Il en conclut alors que les pièces doivent être défectueuses. Il demande donc au client de renvoyer les pièces, attend les nouvelles, puis réessaie. Même résultat. Cela continue pendant 2 mois. Il demande au client, qui est évidemment très en colère à ce stade, de renvoyer toutes les pièces, sans exception. Puis il fait livrer un tout nouveau jeu de pièces. Il a promis au client que c'était la dernière fois, que cette fois ça marcherait. Il sait très bien ce qu'il fait. Le jour arrive où le client apporte les pièces. Le responsable est là. Je suis là. J'arrête de réparer les ordinateurs lorsqu'il installe la dernière pièce et je m'appuie contre mon établi pour observer ce qui va se passer. Comment pourrais-je ne pas le faire? Il appuie sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, puis s'éteint. Il est furieux. Il jette le tournevis au-dessus de l'établi, ce qui fait un trou dans le mur, et jure si fort que je suis sûr qu'un client l'a entendu. Il pose ses mains de chaque côté de la machine, la tête baissée, les épaules affaissées, complètement vaincu. D'une voix calme, oh si calme, il demande « Opie,
qu'est-ce qui ne va pas? Ce à quoi je réponds, la carte mère et le processeur ne sont pas compatibles sans une mise à jour du BIOS. Depuis quand le sais-tu? Depuis que tu l'as allumé pour la première fois il y a 2 mois. Il se retourne. Il est rouge de colère. Ses veines sont gonflées et je suis presque sûr qu'il a pensé à me frapper pendant une seconde avant de se ressaisir en prenant une très profonde inspiration. Pourquoi n'as-tu rien dit? Je réponds avec un sourire angélique. Parce que vous m'avez dit de ne rien dire et de vous laisser apprendre. Alors, vous avez appris? Il est sorti en claquant la porte et a quitté le magasin. Il a fini par prendre 2 jours de congé, et j'ai fini par assembler un nouveau PC qui fonctionnait. Le client s'est calmé une fois que je lui ai tout expliqué, et que je lui ai même montré comment j'avais réussi à optimiser le refroidissement et l'esthétique avec son boîtier transparent. Cette histoire est devenue légendaire, et est racontée à tous les nouveaux techniciens. J'ai quitté l'entreprise quelques mois plus tard pour un emploi mieux rémunéré. Et ce responsable a fini par être licencié car mon directeur général pensait qu'il était la raison de mon départ. Je n'ai jamais corrigé cette perception. Après tout, comment aurait-il pu apprendre autrement? Je pense que pour ce directeur, l'outil le plus utilisé pour monter un PC, c'est une quéquette. Une femme ne peut donc pas monter un PC. Et on pense à la victime innocente de cette histoire, qui est le pauvre client où ça fait 2 mois qu'il attend un PC quand même. L'histoire suivante est postée par Hip Hop Rhino. Je suis un grand amateur de wargame, et un magasin local avait l'habitude d'acheter des billets et de louer un bus pour emmener les gens à une convention Games Workshop à Baltimore. Le prix comprenait le bus et un billet pour la journée. La seule condition était que les enfants de moins de 18 ans devaient être accompagnés de au moins un adulte, qui payait également le prix fort, afin que les parents restent avec leurs enfants. Cette règle a été clairement énoncée les années suivantes. La convention se déroulait dans le quartier commerçant très animé du front de mer de Baltimore, et chaque année, quelques parents venaient faire du shopping. Mais en général, ils se mettaient d'accord avec d'autres parents pour surveiller les plus jeunes. L'année où cela s'est produit, mon ami Al et moi avons décidé d'y aller. N'oubliez pas que nous avions tous les deux environ 25 ans. Au cours de la matinée, nous avons remarqué qu'un groupe de garçons qui nous semblait familier nous suivait. Lorsque nous leur avons demandé pourquoi, ils nous ont répondu: nous devons rester avec vous car vous êtes responsables. Aucun de leurs parents n'était en vue, ni même sur le site d'ailleurs. La plupart d'entre eux étaient sympas, du moins autant que des enfants de 10 ans peuvent l'être avec des jeunes de 25 ans. Ils avaient entre 8 et 16 ans. Nous avons fini par les regrouper avec un enfant plus âgé qui leur servirait d'assistant, et les avons emmenés avec nous. Après tout, leurs parents n'étaient pas là pour les reprendre, et nous connaissons la plupart d'entre eux grâce à la boutique. Nous avons veillé à ce qu'ils puissent participer à tour de rôle aux différentes activités. Rien de ce qui se passait à la convention ne pouvait être considéré comme inapproprié, et avons globalement tiré le meilleur parti de la situation. Mais bon, nous étions tout de même un peu en colère qu'on nous les ait refilés sans nous demander notre avis. Il s'avère qu'aucun d'entre eux n'avait reçu assez d'argent pour le déjeuner. Ils avaient leur propre argent, qu'ils ont dépensé en goodies, mais l'argent que leurs parents leur avaient donné ne suffisait pas pour payer un vrai déjeuner à la convention. En moyenne, ils disposaient d'environ 3 $ par enfant, alors qu'un soda coûtait déjà ce prix-là. Al et moi avons donc pris tout leur argent pour le déjeuner et les avons emmenés chez Hooters. Pour ceux qui savent pas, c'est un restaurant où les serveuses sont jolies, en short et en débardeur avec un bon décolleté. Nous avons utilisé cet argent, et un peu du nôtre, pour nous assurer que les serveuses soient particulièrement attentives, et nous leur avons réservé une table. Nous nous sommes assis à proximité pour les surveiller. Nous leur avons dit de commander tout ce qu'ils voulaient, ce qu'un enfant pouvait légalement commander, pas d'alcool bien sûr. Et comme le restaurant était presque vide et que Al et moi donnions de bons pourboires, il y avait constamment des femmes plantureuses et légèrement vêtues autour d'eux, presque dans un rapport de 2 pour 1. 2 enfants pour une serveuse. Ils ont dû manger 5 plateaux d'ailes de poulet avant d'avoir fini, sans compter celles qu'ils avaient commandées, mais qu'ils n'avaient pas aimées, généralement parce qu'elles étaient trop épicées, qui ont été emballées dans un sac isotherme. Je leur ai dit que ce n'était pas grave, qu'ils n'avaient qu'à commander quelque chose qu'ils aimaient. À la fin, nous avons réglé l'addition, mais pas avant d'avoir appelé Jim, l'organisateur du voyage, pour lui raconter ce qui s'était passé. Il nous a répondu que c'était pas grave, qu'on lui apporte le reçu. Nous avons donc aidé le groupe à se nettoyer, avec l'aide des assistantes, puis nous sommes retournés à la convention et avons terminé l'après-midi. Nous sommes donc retournés au bus et avons donné à Jim le reçu du déjeuner, ainsi que tout ce que nous avions acheté après, principalement des boissons pour les autres.
Uniquement pour eux, pas pour nos dépenses personnelles. Nous avons payé notre déjeuner séparément par exemple. Le bus devait partir à 18h. On nous a dit de revenir à 17h au cas où, car le bus partirait, qu'il soit complet ou non. Vers 17h30, les parents ont commencé à revenir pour trouver Jim à l'entrée. Ils refusaient de les laisser monter tant qu'ils ne nous avaient pas remboursés pour avoir gardé leurs enfants. Nous leur avons dit que s'ils ne payaient pas avant 18h, le bus partirait et qu'ils devraient quand même payer l'addition. Un parent a demandé un délai pour aller retirer de l'argent à un distributeur automatique et a obtenu la permission d'y aller. Jim a dit aux autres que le bus partirait quand ce père serait de retour. Quelques autres parents ont demandé à voir l'addition. Et c'est là qu'ils ont découvert que nous avons emmené leur précieux ange chez Hooters. Sans parler du fait que nous étions à une convention sur un jeu où les gens tuent des extraterrestres avec des tronçonneuses. Jim leur a dit que s'ils avaient parlé à Hal et moi avant le début de la convention, ils auraient peut-être été au courant de nos projets pour le déjeuner et auraient pu garder leurs enfants eux-mêmes. Cela n'a pas fait taire les quelques Karen du groupe, mais cela a réduit la plupart des protestations à des grognements. À ce moment-là, le premier père est revenu, a demandé sa part et a laissé la plupart des parents sous le choc. Apparemment, ils n'avaient plus beaucoup d'argent sur eux, et Jim n'allait pas leur accorder plus de temps. Payer et monter à bord, ou rester ici et payer plus tard. Le premier père a proposé de prêter de l'argent aux autres. Pas le genre de personne à qui on veut devoir de l'argent, d'après ce que j'ai compris. Certains ont accepté, les autres ont trouvé l'argent dans leur sac à main et leur portefeuille. Jim a fini par nous remettre 500 $, presque 200 $ pour le poulet, et il a facturé le reste comme frais de divertissement des enfants. Et bah Hopi, vous avez été bien sympa à l'étoile de les garder ces gosses, et Jim c'est franchement un héros parce qu'il vous a quand même filé 300 balles pour babysitting. Bon, c'est les parents qui ont payé, mais quand même. Sans oublier que si jamais vous aviez appelé la police pour signaler des enfants abandonnés, ses parents auraient pu avoir de beaucoup plus gros ennuis. L'histoire suivante est publiée par Love Spain. Cela s'est passé il y a plusieurs années, au début de l'ère d'Internet. J'avais environ 16 ans et ma mère avait repris ses études pour obtenir un diplôme. Un samedi matin, elle m'a dit qu'une de ses camarades de classe venait à la maison pour réviser. Je m'en fichais, j'étais dans ma chambre en train d'étudier, pour un cours de niveau universitaire. Donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Arrivée de la camarade de classe, une femme d'une quarantaine d'années, accompagnée d'une petite fille de 6 ans. Je ne m'en suis rendu compte qu'en leur ouvrant la porte et en les invitant à entrer. Ma mère s'est immédiatement jetée sur la petite et m'a soudainement demandé de la surveiller pendant qu'elles étudiaient, sans parler du fait que j'avais moi-même des cours à réviser. La mère de la petite est ravie de me refiler sa fille, sans même me demander si ça me dérange ou me remercier. J'ai découvert plus tard que tout cela avait été planifié et que ma mère ne m'avait rien dit parce qu'elle savait que je refuserais. Heureusement pour moi, la petite fille est très gentille et bien élevée. Mais je n'ai absolument rien qui puisse intéresser une enfant de 6 ans. Ma mère me dit que nous pouvons simplement écouter de la musique dans ma chambre ou autre chose. Maintenant, gardez à l'esprit que tous les CD que je possède sont probablement étiquetés paroles explicites, et qu'elle le sait. Je lui ai dit, tu es sûr que tu veux qu'une enfant de 6 ans écoute Pan? Oui, va la surveiller! Ok! Nous nous sommes donc rendus dans ma chambre. C'est là que l'obéissance malicieuse a commencé. Je suis une grignoteuse chronique quand j'étudie. J'avais un grand sac de bonbons sur mon bureau. La petite a immédiatement repéré les bonbons et m'a demandé poliment si elle pouvait en avoir. C'est là que j'ai affiché mon sourire le plus sournois. On m'avait dit de la surveiller. Alors je vais la surveiller pendant qu'elle mange ce sac de bonbons. Imaginez une fillette de 6 ans et une adolescente de 16 ans qui écoute Pantera et Tool tout en engloutissant des bonbons. Après 2 heures de discussion entre nos parents autour d'un verre de vin, après 2 heures de discussion autour d'un livre, ma mère est venue chercher la fille. À ce moment-là, le sucre commençait à faire effet. Je sais, ce n'est pas vrai, mais bon sang, cette gamine était hyperactive. La petite a dévalé les escaliers et s'est mise à courir dans le couloir comme un chat à 3 heures du matin. Sa mère a dû l'attacher dans la voiture, et on aurait dit qu'elle essayait de retenir une anguille électrique vivante et beurrée. Alors que ma mère les regardait partir, je l'ai surprise en train de me lancer un regard noir du coin de l'œil. « Qu'est-ce que tu as fait à cette pauvre enfant ?»« Oh, je lui ai juste donné des bonbons et on a écouté Pantera. »« Quoi ?» ?»« J'ai essayé de te le dire, mais tu as dit que tu t'en fichais, que tu voulais juste que je la surveille. » La prise de conscience soudaine d'une enfant de 6 ans surexcitée par le sucre et chantant Good Friends and a Bottle of Pills
frappe ma mère comme un coup de massue. Elle veut dire quelque chose, mais sa voix ressemble à celle d'un vieux moteur rouillé qui essaie de démarrer. Elle ne sait pas si elle doit rire ou pleurer. Tu n'as pas quelque chose de plus adapté aux enfants dans ta collection ? Je bats des paupières. Eh bien, si tu m'avais prévenu, j'aurais pu emprunter quelque chose à un ami, ou louer un dessin animé, ou autre, mais tu m'as pris au dépourvu. Alors j'ai fait avec ce que j'avais. Haussement d'épaule. Elle ne savait vraiment pas quoi dire, mais vous pouvez être sûr qu'elle ne m'a plus jamais demandé de garder la fille. S'il vous plaît, si vous êtes parent, je sais que les gosses c'est de la main-d'œuvre gratuite, mais prévenez-les au moins, ayez la décence de faire ça qu'ils puissent s'organiser. Non, parce que sinon vous prenez le risque que le jour J, l'adolescent il se barre avant parce qu'il a une sortie de prévue avec les potes, et du coup votre main-d'œuvre elle est plus là en fait. Et même si la main-d'œuvre est là, mais que cette main-d'œuvre en question avait quelque chose de prévu, ça va être une discussion très sympa à avoir. N'empêche que cette gamine a dû passer une super après-midi. L'histoire suivante est postée par Darigon. Je travaille dans la sécurité depuis des années. Une pratique courante consiste à rédiger un rapport sur ce qui s'est passé pendant votre service. Je travaille plus précisément dans les patrouilles. En gros, vous passez d'un endroit à l'autre pour vérifier chaque site. Après chaque site, vous notez ce que vous avez fait. J'ai 40 sites à surveiller chaque nuit. Pour cette raison, les rapports ont tendance à se ressembler. Beaucoup. La plupart des endroits nécessitent les mêmes vérifications. Vérifier l'extérieur, vérifier les escaliers, les portes, les dégâts. Vous voyez le genre. J'ai un nouveau responsable qui ne connaît pas le fonctionnement des patrouilles. Il veut que nous rédigions des rapports uniques pour chaque intervention. Par unique, j'entends qu'aucun rapport ne doit se ressembler, même de loin. Donc si j'indique que j'ai patrouillé l'extérieur du bâtiment, je ne peux pas utiliser cette phrase dans un autre rapport. Vous comprenez que cela peut me causer beaucoup de problèmes et me faire perdre énormément de temps. Après environ une semaine de harcèlement et de menaces pour rendre chaque rapport 100% unique, j'ai décidé de passer en mode obéissance malicieuse. Nous avons tellement de choses à surveiller que nous avons des classeurs épais contenant des informations détaillées sur chaque site et sur ce qui est attendu de nous. Cela s'appelle les ordres du site. Chaque fois que je terminais un site, je copiais-collais toutes les informations dans le rapport. Chaque rapport comporte une petite fenêtre dans laquelle on peut inscrire 50 mots avant que cela ne devienne trop long à lire. Chaque rapport que je publiais contenait au moins 500 mots, provenant directement des ordres du site. Après ma première journée, je m'attendais à être réprimandé dès mon arrivée, mais rien ne s'est passé. Je n'ai reçu aucun mail, personne n'est venu me parler, aucune réaction. Cependant, j'entends toujours dire que d'autres agents se font encore réprimander. J'ai décidé de voir combien de temps je pouvais m'en tirer ainsi. 2 mois plus tard, personne n'a encore rien dit. Pas un mot. Nous avons des réunions trimestrielles pour discuter des accidents, du fonctionnement du groupe de patrouille, de ce qui ne va pas et de ce qui va bien. Lorsque les responsables arrivent, la première chose qu'ils mentionnent, ce sont les rapports et le fait que presque tout le monde échoue. Il ajoute que nous devrions tous être plus conscients de cela. Vous n'êtes pas des enfants, je ne devrais pas avoir à vous tenir la main. Le seul adulte ici, à part moi, c'est Opie. Je lève les yeux vers lui et son sourire est presque dérangeant. Il montre ensuite un rapport que j'ai rédigé. Il commence à dire que tout le monde devrait être comme moi, que personne ne mérite de travailler ici à part moi. Les regards que me lancent tous les autres sont brutaux. Il a parlé pendant environ 20 minutes en utilisant constamment mon nom. Il aurait continué, mais je l'ai interrompu. Je lui ai demandé pourquoi il m'avait mis en porte-à-faux et à quel point c'était inapproprié de sa part. Et il m'a regardé et m'a dit « Seuls les enfants interrompent quelqu'un quand ils parlent ». Je lui ai dit qu'il avait une obsession étrange pour les enfants et qu'il devrait se faire aider. La pièce est restée silencieuse pendant 30 bonnes secondes, pendant que nous nous regardions droit dans les yeux. Je me suis ensuite tourné vers le groupe. Je leur ai dit que je copiais-collais mon rapport depuis 2 mois. Que je ne faisais que copier-coller les ordres du site. Encore et encore. Le visage du responsable a commencé à devenir rouge vif. Après tout, il voulait que nous rédigions des rapports uniques. Il a commencé à s'agiter un peu en sortant d'autres rapports que j'avais rédigés, seulement pour montrer que tout ce que j'avais dit était vrai. Après cela, tout le monde s'est jeté sur lui. Beaucoup avaient été réprimandés pour avoir fait exactement la même chose que moi. C'était brutal. Je ne pense pas avoir vu autant de personnes crier sur une seule personne en même temps. Le responsable s'est affaissé sur sa chaise, les yeux rivés sur son ordinateur. Cela a duré 15 minutes, un véritable déluge de cris. Il a démissionné quelques semaines plus tard.
Ah, on adore les directeurs qui savent pas comment fonctionne le domaine dans lequel ils sont en charge. Ça, c'est toujours génial. Et on adore encore plus les gens qui te demandent de rédiger des rapports et qui se donnent même pas la peine de les lire. L'histoire suivante est postée par Oxymoron 412. Si votre famille et ou vos amis vous ont poussé à organiser une gender reveal party, alors que vous n'aviez vraiment pas le temps ni l'énergie pour organiser cela, essayez ceci. Ma femme et moi avons découpé des morceaux de papier bleu et rose que nous avons placés dans un bocal en verre. Puis nous avons retiré un morceau bleu afin qu'il y ait exactement un morceau rose de plus que de morceaux bleus. Tout ce que la famille avait à faire était simplement de déterminer quelle couleur avait le plus de morceaux. Nous avons présenté le bocal à ma famille et nous nous sommes assis pour les regarder trier. C'était très amusant. Attention, le nombre de morceaux augmente rapidement. J'ai utilisé 3 feuilles de papier rose et bleu de taille A4, découpées en carrés d'environ 1 cm. Cela a donné 2244 morceaux. Il a fallu environ 30 minutes à 4 personnes pour tout trier. L'effet de suspense était réel. Amusez-vous bien! C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et n'hésitez pas à la partager. J'ai besoin de vous pour faire grandir la chaîne, sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. Laissez un commentaire, je les lis tous. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent soutenir la chaîne financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.